Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, les présumés propriétaires terriens retrouvent le sourire dans la commune d'Adjoum et pour cause des opérations de lotissement entre-temps suspendues par le gouvernement ont enfin repris. Les travaux de cette nouvelle phase de lotissement dans la commune d'Adjoum ont été officiellement lancés ce mercredi. Le constat dans ce journal. Nous parlerons également de la promotion du commerce électronique et l'économie numérique qui sont aujourd'hui des activités inscrites dans les priorités du gouvernement. La direction départementale de l'industrie et du commerce Atlantique et Littoral entame à cet effet une série de séances de sensibilisation au profit des opérateurs économiques des communes d'Abomey-Calavi et de Ouida. Les détails dans un instant. Et enfin, la dernière ligne droite du programme MC2 est définitivement franchie, lancée le 22 juin 2017. Entre le gouvernement américain et celui du Bénin, le deuxième compact du Millennium Challenge Account est clôturé par une cérémonie couplée avec l'inauguration du Centre national de contrôle de distribution d'électricité. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Olusegun Bakary Adjadi effectue sa toute première mission hors du Bénin en sa qualité de ministre des Affaires étrangères. Il participe au sommet mondial pour un nouveau pacte financier à Paris. Il accompagne donc le président de la République, Patrice Talon, à cette rencontre qui se tient en présence d'une cinquantaine de dirigeants africains. Les travaux ont démarré ce jeudi dans la capitale française. Mais quels sont les enjeux de ce sommet pour l'Afrique en général et pour le Bénin en particulier? Voici le commentaire de la rédaction. Première mission diplomatique pour le nouveau ministre des Affaires étrangères, grand événement économique et stratégique à l'échelle planétaire. Aux côtés du chef de l'État, Olusegun Bakary Adjadi est au sommet mondial pour un nouveau pacte financier entamé ce jeudi à Paris. Un départ pour la capitale française précédé d'une escale à Abidjan, marquée par un tête-à-tête avec le chef d'État ivoirien. À la veille du rendez-vous de Paris, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno et le Gabonais Ali Bongo Ondimba ont été déjà reçus ce mercredi par le chef d'État français. 300 États, organisations nationales et représentants de la société civile du monde se réunissent pour ces travaux de 2 jours en France. À l'occasion, Emmanuel Macron souhaite diriger les investissements publics et surtout privés vers les pays du Sud dans son discours d'ouverture pour qu'ils puissent continuer de se développer tout en luttant contre les changements climatiques. Le sommet pour un pacte financier mondial vise la construction d'un nouveau consensus pour un écosystème international plus solidaire, le monde étant confronté depuis des décennies à des conditions difficiles dont la pandémie de la Covid-19, le niveau très élevé dans tous les pays de la dette publique. 1/3 des pays en développement et 2/3 des pays à faible revenu présentent des risques de surendettement et la tendance mondiale à la réduction de la pauvreté s'est interrompue. Ceci en raison de l'inflation, selon les données publiées par le comité d'organisation de cette rencontre. Et au Bénin, et plus précisément dans la commune d'Adjoum, les présumés propriétaires terriens ont retrouvé le sourire et pour cause, les opérations de lotissement, entre-temps suspendues par le gouvernement, ont enfin repris. Les travaux de cette nouvelle phase du lotissement dans la commune d'Adjoum ont été officiellement lancés ce mercredi par le maire François Zanouagbo et la secrétaire exécutive Jérôme Bokovu. Reportage. Dédié miwa son wegbe nunque malu volant jege lancé adogo me do yo mondial. Après plusieurs mois d'attente, c'est le grand soulagement pour certaines populations de la commune d'Adjoum avec les opérations de lotissement qui redémarrent. Cette cérémonie qui a regroupé l'exécutif communal, urbanistes, géomètres et les populations consacre le lancement officiel de l'opération. Une opération de haute portée pour le développement de la commune d'Adjoum. Nous avons désiré ce moment et enfin l'opportunité nous est donnée de le réaliser en ce jour grâce à la politique de développement implémentée par le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. À travers la réorganisation du domaine foncier et la relance des travaux de lotissement dans notre pays, le Bénin. Oui, ce jour marque un nouvel élan de développement des localités de Ouépa, de Ouadon, d'Alanzouma, de Sissekpa et de Goutin. Le lancement de ce matin permettra d'encadrer l'urbanisme à court,
moyen et long terme et de résoudre par la même occasion les différents fonciers qui minent nos populations. Cette opération doit être impérativement achevée dans un délai de 6 mois. Et de la réussite de la présente opération dépendra l'autorisation du gouvernement de prendre en compte d'autres localités, d'où cet appel de la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjoun à l'endroit des populations. Aujourd'hui, l'honneur nous est donné aux côtés de la population d'Adjoun de lancer officiellement les travaux de terrain de ce lotissement. On a moins de 6 mois pour faire les 3 lots accordés à Adjoun. Donc, je dirais que le défi qui nous attend, c'est de pouvoir finir ces lots-là et de bénéficier encore de l'accompagnement du gouvernement, de l'autorisation du gouvernement pour pouvoir étendre le lotissement à Azoglisse, à Akpadanou, Kodé, Aonou, etc. Les autres, je dirais, les autres arrondissements et localités d'Adjoun. J'invite toute la population à nous aider à partager l'information, à communiquer autour de ce démarrage officiel pour que nous atteignions nos objectifs dans un bref délai. Cette opération de lotissement lancée est un acte salvateur qui va solutionner bien des problèmes fonciers et donner le top du développement des localités concernées. Parlons à présent de la sécurisation des frontières avec les 2 ateliers initiés par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF à Sakété et à Pobé. L'un concerne la sécurisation par la prise en compte sanitaire des populations vivant dans les zones frontalières et le second est lié à l'élaboration d'un plan de sécurité communale pour la ville de Pobé. Le point dans ce reportage signé Emma Hodonou. Les relais communautaires de la zone sanitaire Sakété-Ifanyi ont répondu présent à cet atelier de formation qui leur est dédié à l'occasion de la 18e semaine des frontières béninoises. Cet atelier initié par l'ABJF vise à les informer sur les symptômes de certaines maladies qui sévissent dans les zones frontalières pour qu'ils puissent, de retour sur le terrain, savoir identifier ces cas de maladie et les soumettre à l'intervention de la Société béninoise de médecine interne lors des consultations médicales foraines. Ce choix porté sur ces derniers se justifie par le fait que les relais communautaires font partie de la première ligne de soins d'un système local de santé et sont au cœur de la politique nationale de santé communautaire que le Bénin veut mettre en œuvre d'ici 2024. Les cas détectés par ces relais communautaires seront recensés pour une meilleure prise en charge ultérieure. Ceci explique donc cette formation des relais communautaires de la zone sanitaire, commençant par ceux de Sakété, dans le but de renforcer leur capacité à reconnaître certaines maladies non transmissibles, telles que les hémopathies, notamment la drépanocytose et l'hémophilie, les maladies cardiovasculaires, essentiellement l'hypertension artérielle, les cancers du sein et du col, le diabète et les pathologies rhumatologiques. Pour pouvoir protéger notre pays de la violence, pour pouvoir protéger notre pays du terrorisme, pour pouvoir protéger notre pays de tout ce qui est extrêmement violent, il faut donner à la population le sentiment d'appartenance et lui donner la fierté d'être béninois. Et ça que les médecins nous aident à faire. Après Sakété, le directeur général de l'ABJF était à Pobé pour le lancement de l'atelier sur l'élaboration d'un plan local de sécurité de la commune. Un document dont la mise en œuvre devrait permettre de prévenir les attaques terroristes. L'élaboration et la réussite de cet outil appelle la contribution des uns et des autres, car les premiers experts en sécurité, c'est encore les populations. C'est pourquoi on parle souvent de renseignement territorial. Et nous souhaitons vivement que vous nous donnez toutes les informations utiles pour faire un mapping de votre commune. Ça nous permettrait de savoir
quels sont les arrondissements les plus criminogènes, pourquoi. Et dans ce diagnostic, vous nous donnez l'outil d'aller vers un plan local performant. Il est attendu des participants à cet atelier des propositions pertinentes pour une politique de gouvernance sécuritaire efficace au niveau de la commune de Pobé. Dans la même rubrique, nous parlerons de la 10e édition de la Semaine des frontières que le Bénin organise depuis ce mardi. Plusieurs activités sont inscrites à l'affiche de l'événement pour contribuer à la sensibilisation des populations sur la nécessité de développer ces espaces et améliorer les conditions de vie pour ceux qui y résident. C'est à travers un dialogue engagé avec ses partenaires par la BJF. Depuis ce mercredi 21 juin et ce jusqu'au 28 juin 2023, le Bénin tient la 10e édition de la semaine dédiée à ses frontières. Initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration le 7 juin de chaque année de la Journée africaine des frontières instaurée par la Commission de l'Union africaine. Pour le déroulement des activités de la semaine, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers échange avec les partenaires sur la stabilité et la prévention des fragilités aux frontières béninoises. Depuis les menaces et la mutation de ces menaces, on a compris que pour qu'un pays de l'Europe, il faut que ce pays joue un rôle essentiel sur sa sécurité. C'est pour cela que nous vous invitons à ce dialogue pour partager avec vous quelques préoccupations qui sont les nôtres et voir comment nous pouvons travailler ensemble pour viser le même but. Car on peut beaucoup aider un pays, mais quand il n'y a pas de synergie, quand il n'y a pas de concertation, on n'aboutit jamais à un résultat assez efficace. Face aux attaques terroristes enregistrées dans la partie septentrionale du Bénin, les autorités ont réalisé que la réponse militaire n'est pas suffisante pour mettre les populations à l'abri de ce phénomène. Il est également important de répondre aux besoins essentiels des populations frontalières et surtout leur donner le sentiment d'appartenance au pays, d'où la bonne gestion des frontières. Mesdames et messieurs, honorables invités, il s'agira alors, au cours de ce dialogue, d'échanger sur les réponses de fond face à la menace extrémiste, d'échanger sur la complémentarité des rôles des différents acteurs en fonction de leurs apports, d'évaluer les enjeux de la violence et les réponses à apporter au niveau local et d'échanger enfin sur le dialogue comme outil de prévention de la violence et les modalités de mise en place d'une plateforme de concertation entre acteurs gouvernementaux et partenaires techniques et financiers. Grâce à l'efficacité de ces actions pour viabiliser ces frontières, le Bénin est reconnu comme un modèle pour l'Afrique. À ce titre, il organise d'ailleurs le 3 juillet prochain le plaidoyer pour la signature de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière. La BJF poursuit ses efforts pour le développement des espaces frontaliers du Bénin et améliorer les conditions des populations qui y vivent. Dans un tout autre registre, nous allons à présent parler de la promotion du commerce électronique et l'économie numérique qui sont des activités inscrites dans les priorités du gouvernement. La direction départementale de l'industrie et du commerce Atlantique littoral entame à cet effet une série de séances de sensibilisation au profit des opérateurs économiques des communes d'Abomey-Calavi et de Ouidah. Les détails avec Teddy Goudalo. Des responsables d'entreprises en pleine séance d'information sur l'usage du e-commerce. La rencontre vise essentiellement à sensibiliser ces opérateurs économiques sur le code du numérique en République du Bénin, l'utilisation du e-commerce comme plateforme pour le développement de leurs activités, son importance et surtout ses impacts pour la croissance économique. Le communicateur nous explique que le gouvernement investit beaucoup dans le domaine de e-commerce, dans le domaine de l'électronique, dans le but d'amener sa population à adhérer aux nouvelles normes. Avec ce qui a été dit aujourd'hui, nous allons œuvrer avec le plan stratégique, nous allons œuvrer dans nos stratégies de voir comment aider les femmes pour que
le e-commerce devienne une réalité, quel qu'en soit là où se situe la femme dans l'exercice de ses activités, dans le développement de son entreprise. Nous sommes à la phase de sensibilisation aux éléments basiques du numérique à travers le e-commerce. Et la seconde phase serait la vulgarisation de la stratégie même du e-commerce. Donc, il y a certaines de leurs préoccupations qui sont en stand-by et nous allons revenir avec des réponses et puis des éléments qui pourront leur permettre de bien outiller ce joyau que nous avions désormais pour booster notre économie. À l'initiative, la Direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atlantique qui entend ainsi mettre la lumière sur les opportunités que présente le commerce électronique. Les opérateurs économiques des communes d'Abomey-Calavi et de Ouidah sont ici les potentiels bénéficiaires après le littoral. Nous sommes dans le système économique libéral et c'est une affaire de concurrence aujourd'hui. Il faudrait que les opérateurs économiques que vous êtes, vous soyez quand même aussi à l'affût des informations, des temps modernes, l'utilisation de l'outil informatique. Le commerce aujourd'hui, ce n'est plus comme ce que nous faisions avant, ce que vous faisiez avant. L'objectif, c'est de réduire, comme vous le savez, le taux de chômage dans notre pays. Or, réduire le taux de chômage, c'est de connaître les métiers d'avenir. De quoi s'agit-il? Quelles sont les opportunités? Car le monde est devenu un village. Vous devez manipuler l'informatique parce qu'avec la manipulation de l'informatique, les marchés sont ouverts. La séance d'information est la bienvenue pour les bénéficiaires. Ils sont désormais outillés pour faire usage du e-commerce de manière efficace et responsable afin de promouvoir leurs différentes entreprises tout en respectant les réglementations en vigueur. La phase 2 du PROVAC, entend des projets de vulgarisation de l'aquaculture continentale, prend fin en août 2023. Officiellement lancé le 30 mars 2017 après la phase 1, cette étape du projet dont l'objectif global est d'intensifier la production piscicole à travers l'approche de vulgarisation fermier à fermier et d'améliorer les techniques de pisciculture s'achève. C'est dans ce cadre que se déroule depuis ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou un séminaire dont le compte-rendu nous est fait dans ce reportage. Fruit du partenariat entre le Japon et le Bénin, la phase 2 du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale prend fin en août 2023. À quelques mois de l'échéance, ces acteurs venus de divers horizons se sont donné rendez-vous dans cette salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou pour faire le point du chemin parcouru. Et après plus de 5 ans d'activité, il est nécessaire de partager les réalisations du projet. Ainsi, les résultats que vous allez entendre à travers les différents intervenants durant ce séminaire sont très encourageants. Surtout, l'importance de l'approche de vulgarisation fermier à fermier qui met les piscicultures clés au cœur du système mérite certainement d'être bien soulignée. Cette approche développée par le projet a permis de former 19 pisciculteurs clés formateurs qui ont à leur tour formé 1955 pisciculteurs ordinaires, portant ainsi le nombre, si nous accumulons les deux phases, à 3973 pisciculteurs ordinaires. Orientés vers les espèces d'élevage que sont Oreochromis niloticus et Clarias cariepinus, cette phase 2 du PROVAC cible spécifiquement les pisciculteurs individuels et toute personne désireuse de s'investir dans l'activité. Outillés à travers diverses formations et satisfaits du projet, ces bénéficiaires n'ont pas manqué de faire des recommandations à l'endroit des initiateurs. Et ce que PROVAC a amené, c'est surtout qu'ils nous ont appris à changer le poisson femelle en poisson mâle. Parce que le poisson femelle, comme vous le savez, en tant que maman, nous produisons, mais les mâles ne produisent pas. Donc, on nous a appris à faire l'inversion de sexe. Ça, c'est un point capital que le PROVAC nous a appris. Il nous a appris aussi à fabriquer l'aliment local, étant donné que l'aliment est importé. C'est la fin. On souhaiterait qu'il y ait un autre projet qui vienne prendre
le relève. Le séminaire final de cette deuxième phase du PROVAC s'étend sur 2 jours. Au menu des échanges, des questions, débats et panels de discussion axés sur diverses thématiques, dont la pratique de l'approche fermier à fermier. Compte tenu de sa pertinence, le PROVAC est également en cours d'expérimentation dans d'autres pays de la sous-région, tels que le Togo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Un autre programme qui s'achève, il s'agit du Millennium Challenge Account 2, lancé le 22 juin 2017 entre le gouvernement américain et celui du Bénin. Une cérémonie de clôture a été organisée à cet effet ce jeudi. L'événement est couplé avec l'inauguration du Centre national de contrôle de distribution d'électricité. C'était en présence des 2 parties. Clément Achadé pour le compte rendu. 6 ans après son lancement, le programme issu de la coopération bénino-américaine, appelé Millennium Challenge Account 2, arrive à son terme. Et pour célébrer les résultats de ce partenariat ayant permis au Bénin d'optimiser son indépendance énergétique, cette cérémonie officielle de clôture du programme qui mobilise un parterre de personnalités béninoises et américaines venus exprimer leur satisfaction à la fin de ce processus. Aujourd'hui, après les investissements ici du Millennium Challenge Corporation, et particulièrement, je le répète, à l'intérieur du programme MCA Bénin 2, outre les postes et les lignes construites, dont on a largement parlé, la mise en place de ce centre téléconduite réalisé par GE Digital permet de couvrir l'entièreté des besoins actuels et futurs du réseau de distribution du Bénin. Ce sont des choses dont on rêve. Le peuple et le gouvernement des États-Unis ont aidé le peuple béninois à réaliser ses rêves grâce à ce compact du MCC. La cérémonie de clôture est aussi l'occasion d'inaugurer un centre national de contrôle et de distribution d'électricité situé dans les communes d'Abomey-Calavi et de Boïcon. Un centre qui permet désormais au Bénin d'accroître la production et la distribution d'énergie électrique afin de satisfaire davantage aux besoins accrus des populations. L'architecture du réseau national de distribution d'électricité est ainsi fortement modifiée et technologiquement renforcée. Son mode de conduite peut être automatisé, téléconduit et évolutif, afin de réduire significativement l'étendue et la durée des coupures d'électricité, comme l'a rappelé tout à l'heure le directeur général de la SP2E, et garantir à l'économie béninoise une énergie électrique de qualité, fiable, respectueuse des normes techniques internationales et de l'environnement. La présidente directrice générale du Millennium Challenge Corporation et le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale se réjouissent aussi de la révolution énergétique apportée par le MCA 2. Je tiens tout particulièrement à remercier le coordinateur national pour son leadership infatigable et dévoué. Dans le cadre du MCA Bénin 2, les lourds investissements consentis aussi bien par le Bénin que par le MCC, je le rappelle, plus de 420 millions de dollars ont permis de faire un bond extraordinaire dans notre quête d'autosuffisance. Madame l'a rappelé encore une fois, nous avons triplé le volume d'énergie dans notre pays en quelques années. Je veux donc remercier et féliciter le personnel à divers niveaux. La fin du MCA 2, mais le début d'un autre programme, annonce les partenaires américains qui n'attendent pas baisser les bras dans l'accompagnement du Bénin pour son développement durable et inclusif. Et quelques heures avant l'inauguration du Centre national de contrôle de distribution d'électricité, 4 postes électriques, tous construits dans la commune de Cotonou, ont été officiellement mis en service ce mercredi. C'est le secrétaire d'État à l'énergie qui a personnellement présidé la cérémonie rehaussée par une forte mobilisation des responsables du Millennium Challenge Corporation. On fait le point avec Akime Ouseni Seydou. C'est une synergie de technicité, une conjugaison de compétences et une mobilisation financière d'envergure qui en arrière-plan ont fait le lit à ce cérémonial. Aujourd'hui, nous voici réunis de nouveau pour célébrer d'autres réalisations majeures dans le cadre du projet Distribution d'électricité du programme qui prévoit d'améliorer la qualité du réseau de distribution d'électricité par le renforcement des infrastructures électriques,
notamment la construction de nouvelles lignes souterraines et aériennes, la réhabilitation des installations existantes et la mise en place de nouveaux équipements de distribution. De l'énergie électrique efficace et fiable, l'axe Cotonou-Washington ne pouvait pas mieux se porter. Avec une subvention totale de plus de 235 milliards de francs CFA, le MCC représente le plus important programme d'aide des États-Unis au Bénin et la plus importante subvention accordée par un pays au Bénin. Nous célébrons aujourd'hui l'ouverture de la sous-station de Vedeco, qui fait partie de le compact d'énergie de 391 millions de dollars, une subvention du peuple américain pour moderniser le réseau électrique national et offrir un avenir meilleur à la population béninoise. 4 postes, aéroports, Figuerossé, Bedjromede et Vedeco, tous dans la commune de Cotonou, sont au centre de cette messe inaugurale. Au nom du conseil municipal de Cotonou et en mon nom propre, je tiens à remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à travers le programme Millennium Challenge Compte pour les nombreux sacrifices consentis et qui ont abouti à la réalisation de ces joyaux que nous inaugurons ce jour. Je salue et remercie de manière toute particulière le chef de l'État, le président Patrice Talon et les membres du gouvernement qui ont activement soutenu la mise en œuvre des activités du programme et permis la construction de ces nouvelles sous-stations grâce à la disponibilité régulière des ressources de la contrepartie nationale et aux orientations avisées. Pour assurer leur fonctionnement optimal, des travaux de renforcement de réseaux de distribution ont été entrepris en vue de relier ces postes et consolider le maillage électrique de la ville de Cotonou. Maintenant que ces sous-stations sont inaugurées, leur valorisation constitue un challenge. Je prends l'engagement, au nom de la Société béninoise d'énergie électrique, de vous assurer que nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour que ces équipements-là soient proprement maintenus, soient aussi en même temps pérennisés et optimisés avec la base des futurs investissements. La CEB voudrait rassurer les autorités béninoises qu'elle ne ménagera aucun effort dans la pérennisation des acquis du projet indispensable pour le développement de nos économies. L'investissement est historique et le corollaire que constitue le supplément d'énergie est gage d'une coopération bénino-américaine au service d'une croissance économique forte et durable. Dans le département du Zou, l'Institut supérieur agro-pastoral de biotechnologie et de l'environnement ouvre à nouveau ses portes. Après sa récente fermeture par la Direction générale de l'enseignement supérieur, l'ISAPAP peut reprendre ses activités académiques en toute quiétude. Nous allons ici revivre la cérémonie de levée des scellés qui a également consacré une séance d'échange entre les deux parties. Imet Hélène Mousso pour les détails. Fermé pendant un peu plus d'une semaine, l'Institut est à nouveau ouvert au public. Ce que nous venons de faire, puisque nous sommes à l'intérieur de l'Institut. L'établissement est une université de spécialité qui forme les cadres supérieurs, les ingénieurs et techniciens au métier du vivant et du développement. Il est connu sous le vocable ISAPAB, entendez, Institut supérieur agro-pastoral de biotechnologie et de l'environnement. Le lieu de savoir avait été mis sous scellé par la Direction générale de l'enseignement supérieur sous prétexte de non-respect des tests en vigueur. Je remercie le chef de l'État et ses collaborateurs proches qui, dès les premiers jours, ont fait le nécessaire pour que cette situation... je remercie la ministre de l'enseignement supérieur, Mme Éléonore Yahi, et le directeur de cabinet, le directeur adjoint de cabinet. Et aussi, je n'oublie pas de remercier l'association dont je fais membre, l'association de l'éthique et de la qualité de l'enseignement supérieur, dont en particulier son président Kandonou, qui a mis toute son énergie avec la vice-présidente et la secrétaire générale pour pouvoir nous accompagner dans ce processus injuste de fermeture de ISAPAB. Tout usager peut venir, les jours à venir, et nous allons organiser nos soutenances conformément aux conditions et conformément aux tests qui régissent l'enseignement supérieur.
Et nous lançons un appel à ces étudiants qui n'ont pas fait leur stage de reprendre leur stage de formation pour qu'on puisse leur programmer la soutenance. La levée des scellés a été suivie d'une séance d'échange tenue par la délégation de la DGS avec le promoteur et certains de ses collaborateurs. La réunion a précédé une visite du site, laquelle a permis d'une part de constater les conditions d'exercice des activités dans cet institut et d'autre part se faire une idée des dégâts survenus suite aux quelques jours de cessation de travail. C'est une maison qui a été tout entretenue et là on est revenu et trouver une maison dans la brousse avec tous les animaux, près de 300 têtes de sujets en divagation, des sujets qui sont morts dans les cailles et en état de décomposition, des magasins qui sont défoncés, plus d'un hectare de palmiers fraîchement mis qui ont été détruits, un plan de gombo, vous avez constaté avec moi. Là, ce qu'il faut faire maintenant, il faut qu'on essaie de sortir tous les sujets du site et faire une désinfection totale afin d'éviter des éventuelles maladies plus tard et ramener d'autres sujets. ISAPAB reprend donc ses activités au grand bonheur de l'équipe de direction, de même que la 4e édition des étudiants en attente de leur soutenance. Déjà, l'administration prend les dispositions en vue de la bonne reprise et dans les meilleures conditions des activités sur le site. Pour rappel, l'université privée forme en licence, master et doctorat, ainsi qu'en cycle d'ingénieur. L'aventure qui commence à ISAPAB finit à ISTOM en France. Parlons à présent du projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID qui appuie ces structures partenaires en matériels et équipements. Des moyens roulants et des équipements de laboratoire ont été octroyés à plusieurs d'entre elles. Il s'agit en l'occurrence des agences territoriales de développement agricole et l'agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. William Cliquant pour le compte rendu. Un véhicule Land Cruiser Prado pour l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 4, un autre pour le Pôle 7, 2 autres engins de ce même genre à l'Institut national de recherche agricole du Bénin, un autre au profit de la direction du génie rural. C'est la première partie de la composition de cette dotation, mettant aussi à disposition de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments 3 véhicules pick-up double cabine. Ces équipements offerts par le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, vont permettre d'atteindre de meilleurs résultats sur le terrain. Parce qu'on en a vraiment besoin, surtout que nous avons de grandes distances à parcourir, des grands défis à relever. Et je prends aussi l'engagement qu'avec ce véhicule, nous aurons beaucoup de changements au niveau des activités que nous mettons en œuvre. Nous ne décevrons pas. On fera tout pour nous donner satisfaction aux partenaires et à nos autorités également, ainsi qu'aux acteurs pour le compte de qui nous faisons le travail pour lequel on nous a mis là. Merci à vous. Avant la remise officielle, les autorités en charge de l'agriculture ont appelé à une efficacité dans l'utilisation de ces moyens roulants au cours d'une séance tenue un peu plus tôt. Pour ça, je crois qu'il faut vraiment être reconnaissant vis-à-vis de PACOFID, du gouvernement pour ce geste qui est fait. Et nous allons mesurer l'impact de tout cela sur donc, les besoins. L'autre équipement offert par le PACOFID est utile en laboratoire. Il s'agit du chromatophage liquide installé au laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. La délégation est descendue dans les locaux de la structure pour constater l'utilisation de l'équipement nouvellement octroyé. Les structures qui sont destinataires de ces équipements-là, ce sont nos structures partenaires qui sont à la mise en œuvre parce que nous avons opté pour une approche de faire-faire. Et ce sont des structures de l'État qui nous accompagnent dans la mise en œuvre. C'est pour cela qu'il est prévu de renforcer leurs capacités. C'est pour faciliter la mise en œuvre des activités que nous avons apporté ces renforcements-là. Donc, s'ils ont des équipements, le travail est plus facile, aussi bien pour eux. Et nous avons en retour les résultats attendus du projet. Le coût des 8 véhicules et de l'équipement de laboratoire s'élève à près de 900 millions de francs CFA. À travers cet appui, le PACOFID entend booster davantage les exportations des spéculations agricoles produites.
au Bénin. Cérémonie de distinction de 253 écolières et collégiennes de Bantais, c'est une initiative de l'Association de développement de l'arrondissement pour créer une saine émulation chez les apprenants de cette localité, notamment chez les filles. La cérémonie organisée le week-end écoulé est à sa toute première édition. Les détails avec Imet Hélène Amosso. L'arrondissement central de Bantais célèbre ses meilleures écolières et élèves filles. Les récipiendaires sont celles qui se sont fait remarquer de par leurs résultats parmi les 5 premiers dans les 11 écoles primaires ainsi que les 2 collèges de la localité. La sélection a été faite du cours préparatoire au cours moyen 2e année et de la 6e en terminale. Au total, 253 filles ont été récompensées par l'Association de développement de l'arrondissement de Bantais, ADAB. Nous remercions l'ADAB pour leur soutien. Nous sommes tellement contentes et heureuses pour ces cadeaux. Et nous promettons que nous ferons mieux que notre sœur qui a été première et nationale de notre commune, Laurence. Et nous promettons de mieux faire qu'elle. Et nous promettons aussi de bien travailler. Les lots remis sont essentiellement composés de fournitures scolaires, dont des paquets de cahiers, des bics et autres. À travers ce geste, l'ADAB entend non seulement encourager ces dernières, mais aussi les inviter à persévérer davantage. Cette façon de célébrer l'excellence pour les organisateurs constitue également une manière d'amener d'autres apprenantes à s'adonner aux études afin d'améliorer leurs résultats. La première édition de la journée de l'excellence à Bantais vise 2 objectifs principaux. Attribuer le prix de l'excellence à mademoiselle Baye Bukola Evania Lawrence, ressortissante de l'arrondissement de Bantais, première des filles au bac 2022 au plan national, avec 18,22 de moyenne et tenez-vous bien, bac série C. Deuxième objectif, c'est de récompenser 253 meilleures filles de nos écoles, comme je l'ai souligné, CI au CM2, et collège 6e en terminale au titre de l'année 2022. Chers parents, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une aubaine pour l'ADAB de nous rappeler l'importance de l'éducation de nos enfants en général et celle des filles en particulier, c'est-à-dire la transmission de savoir et la transmission de valeurs sociales. La célébration de l'excellence dans l'arrondissement de Bantais est à sa première édition. L'occasion a été celle choisie par le président de l'ADAB pour exprimer sa gratitude envers tous ceux qui ont apporté leur contribution pour la réalisation de cette activité. Le colonel Marcelin Laourou ainsi que les autres membres du bureau ont promis faire le nécessaire en vue de rendre l'initiative pérenne. Une note de spiritualité dans ce journal, l'église du ministère international de la puissance de la résurrection du Christ, encore appelée église Oto-Oto, célèbre ses 8 ans d'existence au Bénin. Les festivités entrant dans le cadre de la célébration se dérouleront du 29 juin au 2 juillet prochain au siège de l'église à Bazouba, dans la commune d'Abomey-Calavi. En prélude donc à l'événement, les responsables de l'église étaient face aux professionnels des médias ce lundi. À l'ordre du jour, le chronogramme des activités de ce 8e anniversaire. Le Robelou pour le compte rendu. Ça fait 8 ans aujourd'hui que nous exerçons et à chaque fois dans la Bible où nous atteignons le chiffre 7, c'est un jubilé. Et la 8e année, c'est toujours un nouveau commencement. C'est donc un nouveau départ qu'amorce le ministère international de la puissance de la résurrection du Christ après 8 ans de vie au Bénin sous la houlette de l'apôtre Charles Passeau. Implanté au Bénin en juin 2015, le ministère, plus connu sous le nom Église Oto-Oto, célèbre du 29 juin au 2 juillet 2023 son 8e anniversaire sous le thème « Une nouvelle gloire ». Un événement qui connaîtra la participation des fidèles et sympathisants de l'Église, mais aussi des invités de marque comme le prophète Eric Sem du Cameroun, père spirituel de l'apôtre Charles Passeau. Je suis convaincu que la grâce d'une nouvelle gloire sera déployée parce que avec l'arrivée de cet homme de Dieu que je dis, que j'estime beaucoup, qui est le prophète Éric, je sais, couplé de ce jubilé dans le règne de l'esprit, quelque chose de nouveau va se passer. Pour ce 8e anniversaire, le programme est alléchant. Durant ces 4 jours, des moments de prière, de miracles et d'enseignements bibliques seront au rendez-vous, sans oublier la symbolique coupure de gâteau. Nous avons 4 jours de célébration, comme je l'ai dit tantôt. Nous commençons le jeudi soir
à partir de 18h, avec un culte d'enseignement de la parole de Dieu, de prière, d'intercession pour la nation, pour le corps du Christ et des démonstrations de puissance de la résurrection de Jésus-Christ par la manifestation de son esprit. Et le dimanche matin, nous avons la grande finale qui sera la coupure du gâteau et les bougies pour les 8 ans d'anniversaire. Ces moments d'échange avec les médias ont également permis de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur sur le parcours de l'apôtre Charles Passo au Bénin qui a surpris plus d'un. Pendant les 8 ans, quand vous avez commencé le service, est-ce que vous saviez que vous allez arriver à ce niveau-ci après avoir exercé pendant ces 8 ans? Très honnêtement, je dirais, je savais qu'il y a quelque chose de grand, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide et ce soit aussi grandiose. Selon lui, la réussite de sa mission œcuménique ne dissimule aucune recette magique. Elle est l'œuvre de l'Esprit divin de Jésus-Christ. Je ne pense pas qu'il y ait de secret. Le secret, si je puis le dire ainsi, c'est la consécration à celui qui m'a envoyé, qui est Jésus de Nazareth. L'église Oto est présente à travers plus de 100 pays en Afrique et plus de 6 en Europe. Chaque année, elle organise une croisade qui rassemble des milliers de personnes. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.